Je t'aime, J-E-T apostrophe A-I-M-E. Oh, 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 oh. Nouvel épisode de J'aime j'y rejoue, juin 2023. Oui. Je reçois Jean-Charles Matet, le champion départemental, département 75, de natation synchronisée, en solo. Oui. Alors je voudrais savoir ce que tu synchronises. Est-ce que tu arrives à synchroniser tes deux bras et... Je l'ai eu. C'est pas mal. C'est dur, hein. Donc on va reprendre. Donc 30 derniers jours glissants sur nos expériences ludiques du mois de mai-juin. Ouais. Alors Jean-Charles, tu commences? Non, merci. Bon, alors attends, je vais donc commencer avec Marrakech. Marrakech, Diamant d'Or 2023. C'est un jeu que j'ai doublement la chance d'y jouer. Un, parce que je l'ai trouvé, c'est un jeu totalement introuvable, et deux, parce que j'ai les moyens de me le payer. J'ai la version de luxe, et on peut-être expliquer la différence entre la version de luxe et ce qui s'annonce en version retail. Mais ça prend de la place déjà. Globalement, si vous voulez investir, investissez dans la luxe. Elle est vraiment bien, et en particulier c'est tous les rangements. Il est ingérable sinon. Je pense ça coûte à peu près 400 euros. Non, c'est 180 euros, il me semble, entre 150 et 180 euros le jeu. Moi, je l'avais chopé sur le BGG Market. Tous les jeux dont je vais parler vont coûter moins que ce jeu. Voilà. Le total des jeux dont il va parler coûte moins que Marrakech. Donc Marrakech, système très malin, 3 manches. On va jouer 4 tours par manche. Et à chaque tour, on va prendre 3 kéchis, qui sont des jetons d'une des 12 couleurs de kéchis qu'on a, et les balancer dans une tour. Ces 3 kéchis vont indiquer... Alors si vous vous demandez, les kéchis, ça veut strictement rien dire. Oui, c'est Marrakech, kéchi, mais ça veut rien dire. Ouais, et les 3 kéchis qu'on joue vont indiquer où on va placer ces 3 ouvriers sur son plateau personnel. Et... attends. Je pense qu'il en a après la lumière de la montre en fait. Ah d'accord. Attends, je vais... On va peut-être se faire attaquer par les chats. Donc, les 3 kéchis qu'on joue, les 3 couleurs de kéchis vont indiquer dans sa zone personnelle où on va placer ces 3 ouvriers qui vont faire donc 3 actions à son tour. On va balancer les kéchis dans une tour, la tour va retenir potentiellement ou pas des kéchis, et il va y avoir un draft de couleurs de kéchis que les joueurs vont se partager pour ensuite, avant d'activer le plateau. Et un kéchi qui est retenu peut vous embêter gravement. Oui. Alors globalement, c'est un jeu où chaque zone, les kéchis sont rajoutés dans les zones, ils peuvent recevoir jusqu'à 8 kéchis. Il y a donc un certain nombre de zones qu'on peut activer, je ne vais pas rentrer dans le détail des règles. Plus il y a de kéchis sur l'action, plus l'action va être puissante, et donc il va y avoir une montée en puissance dans le jeu, qui est très sympa. Et moi ce que je trouve hyper original, c'est qu'à chaque manche, tous les joueurs vont avoir toutes les couleurs de kéchis, c'est-à-dire 12 kéchis, et vous n'avez pas le choix, ça veut dire que à chaque manche, vous allez jouer une fois chaque action. Exactement. Plus, vous avez un kéchi rouge qui est le joker, qui vous permet de rejouer une action que vous avez déjà jouée. Et ce qui est intéressant, moi ce que je trouve vraiment pour le coup, c'est que des fois on va se dire, ah tiens j'ai envie de jouer la couleur jaune. On met un jaune et à la fin, soit le jaune ne descend pas, ou quelqu'un draft le jaune avant soi. On peut très bien dire... Et du coup, on se fait, bah non, on joue. Ouais. On a le kéchi qu'on met dans la tour pour jouer l'action, on n'est pas sûr de l'avoir, et on peut être embêté comme ça, on peut contrer des joueurs. Ça joue très bien à 2. Mais c'est beaucoup plus offensif parce que là il y a vraiment, c'est comme tous ces jeux là, Azul ou tous les jeux qui jouent à 2 ou plus sont plus agressifs à 2. À 3 ça tourne très bien, 4 j'ai jamais essayé mais j'ai pas envie d'essayer. C'est relativement restreint comme durée de partie, c'est entre 1h30 et 2 heures, c'est à peu près 30 minutes par joueur quand on sait jouer. C'est un jeu qui est assez easy going, c'est assez en mode détente, hein. Même si on réfléchit, c'est détente. Voilà, je crois qu'il est considéré comme 3,30 en complexité sur BG, 3,30 sur 5. Moi je
Les règles sont pas compliquées. Oui, Je trouve qu'il est à peu près 20 minutes d'explication globalement. Ouais, et je trouve qu'il est plus compliqué que ça. Je trouve qu'il est fin. Cette histoire de quoi qu'il arrive, je vais tout jouer, mais c'est l'ordre dans lequel je vais jouer les choses et les kéchis que je vais récupérer, donc les couleurs qui vont bonifier. On va se spécialiser dans certaines actions, on ne peut pas tout faire. Le rendent extrêmement intéressant, fin et malin. Alors que ça dégueule de matériel sur la table. Il paraît pas. Et c'est pas une salade de points, je trouve. Non, oui, contrairement à beaucoup de jeux de Stefan Feld. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu vas dire. Non, mais on a même beaucoup d'Eurogame où il y a genre 50 000 points à droite, à gauche. Là, concrètement, à la fin, on n'a pas beaucoup de points in fine. Et c'est agréable. On arrive à plus ou moins suivre qui va gagner. Oui. Non, mais c'est agréable. Non, je suis d'accord. Non, c'est ça surtout, moi, je suis contre les jeux où il y a des mini-puzzles qui n'ont pas trop de cohérence. Il se trouve que chaque zone de son plateau a un mécanisme différent et c'est des mini-puzzles. Mais bizarrement, ça marche. Bizarrement, ça marche. Ça marche parce qu'il y a cette histoire de choix de kéchi, où tout se fait là en fait, où on va miser les kéchis face point fermé et on va assigner ses ouvriers. Ce qu'on va jouer comme couleur dépend de son ordre dans le tour. Enfin, et ce mécanisme-là, il est central, commun à toutes les actions, et c'est là que se joue toute la réflexion. Et c'est pas concrètement, même si ça se joue un peu différemment, c'est pas des mini-jeux. Des fois, on a l'impression que c'est des. J'ai déjà joué des jeux où il y a 8 zones et c'est 8 mini-jeux. Et là, on a l'impression que c'est vraiment un jeu. Tu as des mécanismes différents sur chaque. Oui, mais ça fait pas mini-jeu, ça fait genre ah bah tiens, là Oui, en fait, il y a des synergies d'actions et justement, au fur et à mesure de la partie, les actions deviennent de plus en plus puissantes et en fait, va y avoir des combos qui se créent, qui sont satisfaisantes et on va avoir des tours miraculeux où ça se passe super bien. Ouais, il y a de la musique. Pourtant, on tourne le matin pour essayer d'éviter ça, parce qu'il y a les poubelles l'après-midi, mais non. Donc voilà, Marrakech. Mais alors, il y a un truc qui est vraiment important dans la Deluxe. T'as la photo signée de Stefan Feld dedans, habillé. Rien que pour ça vaut la Deluxe. On mettra l'insert de la photo, c'est juste magnifique. Et de toute façon, sans ça, c'est pas jouable comme jeu. Bah oui. Voilà. Donc toi, ton premier jeu du coup. Bah non merci. Bon, alors j'enchaîne sur... Mais laisse-moi parler, il s'appelle non merci le jeu. Mais ok. Ok, il fallait que je devine. Bah oui. Alors c'est un petit jeu. Vous n'avez pas besoin d'acheter de matériel parce que globalement, statistiquement, vous avez le matériel. Il vous faut des paquets de cartes numérotés de 3 à 36. Donc si vous prenez un The Mind, un Mind Up, vous avez le matériel. Et je ne vais pas expliquer toutes les règles, mais globalement, c'est un jeu où chaque carte qu'on va récupérer, vous fait des points en moins. Donc du coup, on a 11 jetons devant soi et on va faire non merci, non merci, non merci, en tournant comme ça. Oui, et c'est des enchères inverses, c'est-à-dire qu'on fait des enchères pour pas récupérer la carte plutôt que pour la récupérer. Exactement. Et au bout d'un moment, on se dit, il y a 20 jetons dessus. Parce que les jetons sont des points de victoire positifs. Au contraire, des points de victoire positifs et des possibilités d'action pour plus tard. Oui, exactement, pour pouvoir passer. Parce que si on ne peut pas dire non merci, on est obligé de prendre la carte. Donc du coup, on se dit, tiens, c'est une carte qui vaut moins 30, mais il y a 15 jetons dessus. Elle vaut que, techniquement, moins 15, je la prends. Mais le twist, c'est que maintenant, la carte 29, elle m'intéresse parce que les autres, ça leur fait moins 29. Mais moi, ça me diminue mon 30. Donc du coup... Oui, parce que ce que tu ne dis pas, c'est que si vous avez des cartes qui se suivent, il n'y en a qu'une qui va compter. Oui, et c'est la plus basse. Donc du coup, il y a ce jeu de « Ah, moi j'ai pris la 30, donc du coup la 29 n'intéresse personne. » Donc du coup, je peux faire récupérer plein de jetons avec. Et ça a l'air de rien, ça marche ultra bien. Ouais. Et pas besoin de matos. Moi, quand j'y ai joué, on y a joué pendant 2 heures. C'est presque un jeu, il y a un côté enchère et il y a un côté stop ou encore en fait. Ouais, c'est un jeu d'enchère pur. C'est un jeu d'enchère pur. À la fin, on a des points négatifs. C'est très dur de faire des points positifs. Je l'ai fait une manche quand j'y ai joué 2 heures la dernière fois parce qu'on avait joué pendant. On n'a pas arrêté pendant 2 heures à jouer à ça. Mais c'est vraiment bien. Je sais qu'il y a une boîte qui existe. Je suis sûr que Golden Meeple l'avant ou quoi que ce soit. Mais si vous avez du matériel chez vous, vous n'avez pas besoin de l'acheter. Donc voilà, ça vous permet de réutiliser vos jeux que vous n'utilisez pas. Donc voilà, moi personnellement, c'est le coup de cœur du moment. Tu y rejoues beaucoup? Ouais, j'y ai rejoué. J'ai été invité. Bah si, on a fait une partie. Oui, une. Oui, mais tu veux pas jouer à des jeux drôles. Ok. À moi? Bah vas-y. Voilà. Donc moi... alors, je disais quoi? Tanabusi.
Tabanushi. Donc Tabanushi, c'est un jeu de la série Hanté qui est sorti en 2021. Alors Hanté, ça veut pas dire que y a des châteaux avec des fantômes. Ah bon? Moi, c'est pour ça que je comprenais pas le jeu. Voilà. C'est les jeux de généralement Board and Dice qui sont souvent localisés par Pixie Games, qui commencent par T et qui ont le nom d'une ville. Ou d'un pays antique, donc il y a Tzolk'in, Teotihuacan, Tiletum plus récemment, et Tekenu. Une vraie ville antique, Tiletum. Hein. Oui, et Tabanushi, alors il y en a un, c'est imprononçable, je l'appelle Tsouin Tsouin. Bref, des jeux qui commencent par la lettre T. Tabanushi sorti en 2021, alors je vais faire un spoiler, pour moi, selon mes goûts, c'est le meilleur jeu auquel j'ai joué en 2021. Et donc c'est pas Ark Nova? Ark Nova est sorti cette année-là, Ark Nova a eu le Diamant d'Or en 2021, Ark Nova, j'y ai beaucoup plus joué qu'à Tabanushi parce qu'il est beaucoup plus facilement sortable. On a fait une petite revue dessus, on n'a pas besoin d'expliquer ce que c'est Ark Nova. Oui, ok, je me teste, tu veux. Non mais c'est pour, pour qu'on aille plus vite, il m'interrompt et pour qu'on aille plus vite. Tabanushi est très très cérébral et n'a pas vraiment marché. Le système est très original c'est un jeu de draft 2D et de montée de piste. Les règles sont assez simples. Il y a 5 districts. Quand je vais dans un district, les districts ont des dés. Je prends un dé qui va me donner le numéro du prochain district dans lequel je vais jouer. Exactement. Et je fais 2 actions dans le district, c'est tout. Et le truc qui perturbe les joueurs, c'est avant de faire mon action dans le district en question, je dois décider où est-ce que je dois aller avant de jouer. Ouais. Et du coup, ça perturbe les gens, ils disent ah mais j'ai pas encore des. Ce mécanisme est, je trouve déjà très original. Le deuxième mécanisme original, c'est on va construire des palais dans les districts, la plupart des districts, et en fait, on peut établir des plans et ensuite construire des bâtiments dessus. Et on n'a pas intérêt à construire sur ses propres plans, mais sur les plans des autres. Mais ça va donner des bonus aux autres. Et si je construis, c'est un peu coopératif. Il y a un côté coopératif, mais oui, il y a un côté coopératif. C'est un jeu coop d'experts. Mais entrelacement de j'ai intérêt à laisser des plans pour les autres, pour que eux fassent des bâtiments sur mes plans, ce qui me fait progresser sur des échelles, et moi je fais des bâtiments sur leurs plans, ce qui les fait progresser sur les échelles, et à la fin on va scorer la taille de ces bâtiments fois les valeurs sur les échelles. Et il y a donc un système de 2 échelles, hein, c'est les tailles de bâtiments qu'on a fois les montées de pistes qui vont être des multiplicateurs de points. C'est extrêmement intelligent, et j'y ai joué au moment où il est sorti. Là j'y rejoue parce que j'ai un ami Chris qui me dit tiens, tu nous avais dit que tu nous expliquerais ce jeu, pourquoi on le ferait pas maintenant? Ça m'a fait ressortir le jeu, et Chris a eu la même réflexion que moi à ma première partie. C'est comment, alors que ce que je vous ai expliqué n'est pas très compliqué, comment le gars a eu ses idées. Et en particulier, alors quand vous voyez le plateau, je trouve que le plateau en première partie est hyper intimidant, oui, parce que ça dégueule d'iconographie. L'iconographie est plutôt pas si réussie que ça. Ouais, il y a 2-3 erreurs flagrantes. Voilà. Et j'ai même rencontré, j'ai discuté avec des personnes qui m'ont dit que eux, ça les avait vraiment empêchés de rentrer dans le jeu. Quand on passe ça, c'est un jeu qui est extrêmement intelligent et qui est vraiment un brise-neurone. Hein. Par rapport à Marrakech dont je parlais, en termes de complexité, c'est vraiment au-dessus, avec des règles simples. Moi, ce que j'aime beaucoup, et pour moi qui est le twist génial, c'est que avant ton tour, tu sais exactement dans quelle zone va jouer chaque joueur. Donc tu sais si tu vas jouer le premier ou pas dans une zone, et ton ordre quand tu vas dans une zone, personne peut y aller avant toi parce qu'il faut qu'il ait son petit architecte avant toi. Donc si tu es dans une zone où tu as déjà un architecte qui sera là, tu sais que tu peux faire des plans et que globalement ils seront construits, ou tu peux ne rien construire. Enfin, tu peux c'est pas une surprise. Et alors clairement pour moi c'est un des meilleurs jeux hantés avec Tzolk'in, mais je le préfère à Tzolk'in, je ne veux pas développer pourquoi. Complexité, donc je vous dis assez élevée, il se joue à 3 en 2 heures, à 4 il est plus intéressant à 4 en 2 grosses heures et demie. Ça peut être plus court.
C'est Ouais, une mais question. Ça dépend avec qui on joue. En fait, on a joué avec Arnaud de la chaîne Meeple on Fire, même lui, il est en AP total devant ce jeu. Donc c'est un jeu où on est sujet particulièrement à l'analyse paralysis. Oui, parce qu'il faut faire des plans. Ouais, faut réfléchir. Non, mais il faut faire des plans. Il faut faire des plans. L'humour. Humour. Donc, c'est à moi? Oui. Alors, là, on va parler de Paint the Roses. J'ai la Deluxe et tout, moi aussi, j'ai des jeux en Deluxe et tout. Alors, c'est un jeu que je l'ai eu sur Kickstarter. Je pense pas qu'il soit encore sorti en boutique globalement. C'est pour moi, c'est un jeu de déduction. C'est le jeu qui a remplacé Cryptid. C'est un jeu où on a des. Je m'explique parce que moi je connais pas Cryptid. Alors Cryptid, globalement, c'est un jeu où on doit trouver un monstre. On a chacun une information et les informations croisées des 3 ou 4 joueurs autour de la table, on va pouvoir trouver un monstre. Donc c'est coopératif. Là c'est compétitif contre Cryptid. Et le problème de Cryptid, c'est que si quelqu'un fait une erreur, le jeu est foiré pour tout le monde. Là, ils ont réussi à faire ça, mais en coopératif. Donc chacun a une carte à faire deviner. Et avec un système de quand on pose une tuile, on peut donner des informations sur les correspondances des cartes par rapport aux roses qu'on met dans le jardin. Oui, ça. C'est clair. C'est clair et limpide. Et en plus avec un thème d'Alice au Pays des Merveilles, donc c'est génial. Et le but du jeu, c'est qu'il faut s'échapper du labyrinthe. Dans du labyrinthe, avant que la reine de cœur nous tranche la tête. D'accord. Et des fois dans le jeu, la reine nous tranche la tête. Et du coup, en plus, on a des objectifs à réaliser. C'est vraiment, si vous aimez les jeux de déduction, et là, il ne peut pas y avoir, s'il y a des erreurs, c'est rectifié par le groupe parce que c'est coopératif. Oui, et c'est pas très grave s'il y a une erreur parce que ça se corrige. C'est pas. Et alors justement, tu parles de groupe, ça se joue à combien? Alors à partir de 3. Ah oui, ça se joue pas à 2? Il y a une règle, mais ça marche pas. D'accord. C'est un mensonge. Non, mais c'est un mensonge. Ne l'achetez pas à 2. Mais 3, 4, 5, ça marche super bien. D'accord. Et quelle durée de partie? Alors, ça se joue en fonction de l'AP des gens, en maximum 1h30. D'accord. Et alors il y a différents modules avec différents trucs. Tu as le lapin blanc, tu as différents qui te donnent des bonus et des aides et tout ça. Il faut jouer avec les modules, ne jouez pas sans les modules. Et par exemple, le lapin blanc, oui, parce que pour gagner, il faut récupérer des clés en faisant des objectifs. Et le lapin blanc, par exemple, il te dit si tu arrives à le jouer en 20 minutes, tu as 5 clés. D'accord. Donc il faut mettre un chronomètre? Oui. Donc apparemment ça peut se jouer en 20 minutes. D'accord. Donc ça se joue assez rapidement, c'est assez fun, c'est de la déduction, il faut faire des croix, c'est de la déduction, c'est un peu à la Cluedo, mais enfin c'est. Et alors justement le niveau, c'est familial du coup? Oui, je pense que c'est familial. En plus les modules sont. Enfin moi j'y ai joué avec des gens qui jouaient pas beaucoup et qui ont tout de suite compris. Le premier tour il est un peu abstrait parce que il faut comprendre ce qu'on donne pas comme information parce qu'il y a des fois en ne donnant aucune information on donne beaucoup d'informations parce que globalement, si notre pattern ne correspond à rien, ça veut dire qu'on n'a pas ce type de cartes. Bon, parce qu'on crée des patterns en mettant des roses, et il faut que les roses correspondent avec d'autres roses autour. Il faut le voir. Non, mais il faut le voir. Pour le croire. Exactement, mais c'est extrêmement fun. Moi, fun. Ouais, non, mais c'est fun parce que franchement, il y a une partie où on s'est dit. On avait une chance sur 2 que ce soit la bonne carte, mais il faut qu'on fasse une déduction par tour. Et si on se trompe, la reine à l'avance et elle peut nous couper. Si elle nous dépasse, elle nous coupe la tête. Et on a fait une partie où tous nos guesses, où on avait 50-50, on a réussi à chaque fois, sans tricher. Et du coup, c'est drôle, tu vois, on se dit, on a la chance d'être de notre côté. Enfin bref, c'est drôle. Et toi, c'est quoi ton petit jeu que t'aimes beaucoup? Alors moi, c'est. C'est Exceed? Exceed. Mais ça va? Oui, non, ça va. Alors, Exceed, c'est un jeu de cartes qui est un système de combat en duel, imaginé par la société Level 99 qui est pas très connue en France. Parce qu'ils veulent pas sortir leur jeu en France. Pour l'instant, ils sont pas très localisés. Matago a localisé Bullet Heart il y a pas très longtemps. Et c'est un jeu qui retranscrit les sensations d'un jeu de combat à la Street Fighter
à travers un jeu de cartes. Donc vous avez des personnages qui ont des decks de cartes prédéfinis, qui sont dans des boîtes. Si je prends par exemple Street Fighter, vous pouvez jouer Ken contre Ryu, etc. Un personnage, c'est une trentaine de cartes. Vous avez 16 cartes communes d'attaque et ça va et 14 cartes qui vont être liées au personnage. Et vous allez mimer la dynamique sur une ligne, donc c'est du 1D, ce qu'on appelle du 1D. Donc vous avez une ligne, un peu comme... On peut pas aller à droite à gauche, on peut juste aller tout droit. Tout droit, vous pouvez avancer ou reculer. Vous avez des coups qui ont des portées, qui vont avoir des initiatives, qui vont faire des dommages, qui vont permettre de se garder armure, etc. Donc là, ça ressemble à une bataille. C'est un jeu... Je vais pas développer plus avant dans cette vidéo parce que j'aime tellement ce jeu que je voudrais faire une série de vidéos dessus, avoir une catégorie sur cette chaîne YouTube liée à ce jeu. Pour moi, il est dans le top 10 des jeux de tous les temps auxquels j'ai joué. Il y a 6 saisons où chaque saison ils adaptent une licence de jeu vidéo. Vous avez eu Street Fighter dans la saison 3, vous avez Red Horizon, vous avez Seven's Cross, pas forcément des licences très connues à part Street Fighter. Vous avez au moins une centaine de personnages qui sont sortis. J'ai absolument tout, sauf un personnage, et ça me rend fou. Celui-là, je le trouve vraiment pas, parce que c'est un personnage bonus qui est pas vendu en fait. Alors, si vous l'avez, on va vous le mettre en capture d'écran. Si vous l'avez, contactez-le. Et c'est un jeu qui est, j'y joue. Donc c'est le jeu auquel j'ai le plus de parties enregistrées sur BG Stats. J'y joue avec Mehdi. J'aime pas du tout. Il l'aime pas du tout parce qu'en fait je pense c'est un jeu qui est trop subtil pour lui. C'est trop subtil. En vrai, il y a quoi, 10 cartes pareilles dans tous les 16 qui sont pareilles et 4 qui changent en fonction de... Non, 14. 14, bref, il y a des cartes pareilles, il y a des cartes qui sont pas pareilles. Et il y a une histoire d'initiative, de machin, alors, en fait, je comprends rien. Là, il comprend rien. Pour vous le situer aussi, imaginez que c'est du unmatched, mais avec un cran de complexité et de contrôle, parce que sinon c'est pas drôle, qui est largement supérieur. Genre c'est au moins 4.5 sur BGG celui-là, non? Non, il est. Alors sur BGG, il a 2 quelque chose. Non, les mecs ils fument des stéroïdes. Il fume des stéroïdes, c'est pas mal. Et effectivement, bien y jouer, je pense que ça demande un peu plus d'investissement. J'ai regardé une vidéo règle parce qu'il voulait que j'y joue, d'explication de stratégie. À la fin de la vidéo qui durait, je sais pas, 30 minutes ou 40 minutes, je comprenais encore moins. Plus court. Oui, je comprenais encore moins. Mais moi, je cherche des joueurs à Paris pour ce jeu. Je peux initier et je vous dis, je vais m'approfondir. Je veux zoomer sur ce jeu parce que je pense que ça cartonnerait en France. Je sais pas pourquoi c'est pas localisé. On a contacté Level 99. Moi, j'ai demandé. Ils m'ont dit, nous, on est ouvert à la localisation, qu'on vienne nous chercher, quoi. Oui, en vrai, Level 99 pense que les gens viendraient les chercher. Voilà, c'est un éditeur. Ils vont même pas à Essen, parce que je voulais aller à Essen l'année dernière juste pour aller sur leur stand pour acheter des boîtes que je trouvais pas en Europe, et en fait ils avaient pas de stand, ils sont pas venus. Le marché européen, visiblement, ça les intéresse pas, quoi. Il faut traduire en plus d'une langue, c'est compliqué. Et je vous dis, il y a une centaine de personnages, et ce qui est incroyable, c'est que malgré 16 cartes communes, c'est-à-dire plus de la moitié du deck de commun, ils ont fait des gameplays qui sont extrêmement différents et thématiques. Et en fait, donc j'y joue avec Mehdi. J'y joue aussi avec Jean-Philippe Despotes, alias Jean-Michel Big Game, Jean-Michel Fat Game, Jean-Michel Gros Jeu, qui est quelqu'un qui est plutôt porté sur des jeux narratifs dont se dégage une histoire. Et on a discuté d'ailleurs, il me dit, mais je suis étonné parce que toi d'habitude t'es plus Eurogame que jeu narratif. Et je lui dis, mais là pour moi c'est à l'intersection du jeu avec des mécanismes géniaux et où on voit le combat. Oui, non mais ça je suis d'accord, c'est juste que moi je suis comme dans la vraie vie, je sais pas me battre. Ouais, donc moi je suis un petit teigneux. Ouais. Voilà. Toi, ton jeu suivant. Alors, je vais parler de Kanban. Alors Kanban, c'est un jeu de Lacerda
Et j'ai dit publiquement dans le passé que Lacerda c'était un escroc, que c'était un mec qui faisait des règles compliquées pour faire des règles compliquées, que c'était un toute modestie. In my humble opinion. Comme et honnêtement, je voyais pas pourquoi il avait du succès ce mec, parce que pour moi, les gens qui jouent à du Lacerda, c'est des gens qui disent ouais, moi je joue à des gens intelligents, vous voyez, je suis intelligent. Et puis il a joué à des Lacerda. Non, j'avais joué à des Lacerda. J'avais joué auquel? En Mars, comment il s'appelle, Vignos, Galeriste. Et à chaque fois, je me dis mais tout ça pour ça, et c'est compliqué, c'est lourd, ça, je voyais pas l'intérêt. Et j'ai tenu ce discours encore une fois à Manu, et Manu me fait, tu sais quoi, essaye Kanban. Je dis essaye, et si t'aimes pas on en reparle. Et Kanban, c'est super, c'est vraiment super, c'est une pose d'ouvrier. Alors il y a deux modes, il y a avec Linda méchante et Linda gentille. Alors j'ai joué avec Linda gentille, qui est apparemment mieux. Ok, tu peux peut-être faire un zoom out et parler du jeu? Non, mais je vais expliquer maintenant. Alors Kanban, c'est un jeu où on fabrique des voitures avec le système de gestion du Kanban. C'est un système de gestion d'entreprise. C'est un processus industriel en fait. Exactement. Et globalement, on prend des plans, on prend des pièces, on fabrique des voitures et on achète des voitures. On vend des voitures? Tu vends ou t'achètes? Tu les fabriques et tu les vends, tu les achètes. Et tu les mets dans ton garage. D'accord. Pour moi, tu les achètes. Je connais pas le jeu. Donc... Et c'est un jeu de pose d'ouvrier. Et t'as Linda qui se balade dans les bureaux. Et c'est elle qui. Donc, Linda, c'est la boss. C'est la boss. C'est Linda, j'ai un autre nom en tête. C'est pas Linda. Bon, bref, c'est la meuf de. C'est le nom de sa femme. C'est le nom de sa femme. Et elle méchante ou elle gentille. Donc et honnêtement, c'est super. Et alors, il y a quelqu'un à qui on joue et dit: oh, putain, j'ai l'impression d'être au travail, parce que c'est vraiment ça qu'il fait. Et on organise des réunions. Ouais, et du coup, ce qui est très drôle, c'est que tu peux devenir expert dans chaque domaine. Tu peux faire des formations CPF dans chaque domaine, et tu peux devenir expert en réunionite. Et ça j'ai applaudi déjà. Déjà, j'ai trouvé ça très drôle. Alors, mais je trouve que, enfin, tu vois, si tu prends le thème de Weather Machine, que moi j'avais trouvé. J'ai pas fait beaucoup de parties, mais je le trouve plutôt bien. Son thème est assez ironique aussi, parce que globalement, il y a du climat qui se dérègle. Tu fais des publications, celui qui gagne, globalement, c'est celui qui a le prix Nobel, et en fait, t'as pas résolu le problème. Oui. Je trouve ça. Le temps est toujours mauvais. Oui, alors Weather Machine, j'ai pas trouvé ça mauvais, mais j'y ai joué qu'à 2 et je pense pas que ça marche à 2. Donc, c'est pour ça que j'en ai pas parlé dans ma liste, parce que j'ai trouvé mais. Ouais. Maintenant, celui-là, j'ai trouvé vraiment bien. Et qu'est-ce qui fait qu'il est bien par rapport aux autres? Ben, ce qui se passe, c'est que dans les autres, j'ai l'impression, après c'est ma compréhension, que il faut ça pour avoir ça, 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 et des fois avec des contraintes qui semblent artificielles, genre dans On Mars. Trop alambiqué, quoi. Dans On Mars, il faut avoir, genre à un moment tu pourrais potentiellement créer 5 ressources, mais non, t'as que 3 fusées, et vu que t'as 3, et du coup j'ai l'impression que c'est une contrainte pour une contrainte. Dans Weather Machine, typiquement, il faut que les trucs soient alignés. En fait, tu fais une chaîne de production. Il faut que tes roues soient alignées. Parce que s'ils sont alors, je comprends. Parce que tu fais une chaîne de production. Il y a un côté thématique, mais bon. Mais ce qui se passe, c'est que quand tu le joues, tu as l'impression que c'est compliqué juste pour être compliqué. Oui. Et il n'y a pas de. C'est pas fluide. Là. Tout est thématique, tout est logique, tout est compréhensible d'un point de vue je fabrique des voitures. Alors moi j'ai joué à Kanban, j'ai pas joué à Kanban EV. Alors ils ont remplacé. C'est quoi la différence? Ils ont remplacé des chaises au conseil d'administration par des bulles. C'est tout? Et c'est des voitures électriques. Oui, je crois que c'est un changement d'éditeur. C'est Eagle Gryphon Game maintenant qui publie les Lacerda et le matériel est. C'est des voitures électriques. C'est des voitures électriques au lieu des voitures à essence. Ça change tout. Et en plus, je crois que les plateaux double layer. Et il y a un mode solo. Et il y a des plateaux double layer. Ah oui, ça c'est. Mais pour le coup, c'est jouable. Pour le coup, c'est jouable. Non. Je peux pas te laisser dire ça. Bref, en tout cas, moi j'ai joué à Kanban tout court et j'ai trouvé ça vraiment bien. Je me suis senti investi. On était à fond. J'avais du mal à fabriquer mes voitures. Enfin bref, et il y a une course entre. Il y a 2 manières dont le jeu peut se terminer. Donc c'est en soit il y a 3. C'est 3 mois et 2 semaines ou c'est 3 mois et 2 réunions ou 3 réunions et 2 mois. Enfin je veux dire c'est clair. C'est clair. Mais honnêtement, franchement.
je comprends avec ce jeu pourquoi Lacerda a une hype quand il sort son jeu. Oui, sachant que c'est un jeu qui est. C'est un de ses vieux jeux. Oui, alors Lisboa, j'y ai pas joué, mais il est aussi très apprécié. Ah, mais c'est l'autre. Alors, il m'a dit qu'il fallait qu'il me fasse jouer à. Du coup, il m'a dit qu'il allait me faire jouer à Lisboa et qu'il me fasse rejouer à Livignos version 2015, 2010. Parce qu'apparemment, la nouvelle version sans la banque, 2016. c'est de la merde. C'est ça sa phrase. Donc, c'est l'opinion que j'avais eue quand j'y ai joué. C'est trop facile, on comprenait pas pourquoi. Enfin, ouais, on comprenait pas pourquoi. C'était trop compliqué pour pas grand chose. Là, honnêtement. Apparemment, c'est bon jeu, c'est ces jeux qu'il a fait au début. C'est ça que. Oui. C'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit, et c'est des gens qui jouent réellement à des Lacerda régulièrement. Par exemple, le galériste, ah oui, le meeple blanc, il peut pas rentrer parce que. Enfin, c'est. Non, il y a un thème. Malgré tout, il y a souvent des justifications thématiques à ces mécanismes. Ouais, mais il y a trop de. En vrai, moi, Galériste est considéré comme un de ces très bons jeux aussi par beaucoup. Après, t'aimes pas, mais. Moi, ce que j'aime pas, c'est. Et en plus, il y a trop d'actions qui déclenchent une action chez l'autre. Là, il n'y a pas ça dans Catban. Tu vois, ce que j'aime pas, c'est quand tu dois. Moi, j'aime bien quand je joue un jeu où je peux oublier les règles. Dans le sens où je joue parce que je sais que je joue. Et je peux ne plus penser aux règles, je peux juste penser à ce que je vais faire. Et c'est le seul où je peux faire ça. Catban, je peux le faire. Les autres, il faut que je dise, attends, il faut que je me rappelle qu'il y a ça. Enfin, c'est trop de. Voilà. D'accord. Donc c'est bien. Franchement, Kanban, c'est approuvé. Voilà. Alors, moi, je vais vous parler d'Origin Force Builder, ou plutôt d'Origin, puisque je le fais jeu en T. Oui. Oui, Origine. Flesh and blood! Flesh and blood! Flesh and blood! Flesh and blood! Alors, le dernier jeu, c'est Flesh and Blood. Et Flesh and Blood. Alors, c'est pas ma faute. C'est Rodolphe, lors d'une émission de Yoel à laquelle j'étais invité, il m'a parlé de Flesh and Blood. J'ai acheté des decks. Et puis, après, j'ai un peu laissé reposer ça. Et puis, Yoel, c'est sa faute! Flesh and Blood! Alors, c'est un jeu de cartes à collectionner, un TCG, un trading card game comme Magic, comme Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece Co. Sauf que là, en fait, c'est un jeu où chacun on va jouer un personnage, on va avoir un nombre de points de vie et on va attaquer l'autre et on va un peu comme Exceed, en fait, on va avoir un deck asymétrique personnalisé avec des cartes génériques et des cartes de classe. Alors on peut jouer les ninjas, on peut jouer les sorciers, on peut jouer les guerriers, on peut jouer les ninjas, et puis on peut jouer les ninjas Flesh and Blood. Et c'est nul, hein. Et après on a des raretés de cartes et on peaufine. Et alors c'est un jeu, si vous aimez Magic et que vous voulez retrouver Magic dans le jeu, probablement vous pourrez pas retrouver Magic parce que c'est un jeu qui est beaucoup moins explosif, qui est extrêmement des petits coups. Et c'est en ça que je le rapproche aussi d'Exceed. C'est un jeu de micro-avantage, comme dit Yoel. Et en fait, on est en train de tomber dedans. J'ai acheté quelques boosters. Il y a sur Card Market, on peut acheter ces cartes à l'unité. Il y a certaines cartes légendaires d'équipement one time. Il y a des cartes à 400 balles où en fait on peut s'en servir une fois dans la partie et on la détruit. Il y a une version Legacy. On la déchire. Voilà, il y a une version Legacy, on déchire les cartes. À 400 balles. On parle de jeu à 400 balles. Non, on parle de jeu où si. Alors vous pouvez acheter des decks préconstruits qui sont pas géniaux mais qui vous donnent en fait les cartes avec lesquels commencer à construire votre deck pour une classe de personnages. Et ensuite, pour vraiment pas cher, vous pouvez faire un deck sympa. Et il y a des sauts quantiques de prix de deck en fonction de une ou deux cartes qui vont vous coûter extrêmement cher, mais qui ne sont pas indispensables. Donc, vous pouvez vous faire un deck pour un personnage typiquement le ninja à 10 €, 15 € le deck, et c'est tout. Alors, c'est un jeu de cartes à collectionner et vous avez l'aspect, c'est très dangereux, totalement addictif de l'achat de boosters et d'ouverture de boosters. On ouvre des boosters, il y a 50 cartes, il y a 10 cartes. Il y a 10 cartes dedans, il y en a une qui t'intéresse, les autres ils vont à la poubelle. Non, parce que les autres, justement, 95% de ton deck est composé de cartes qui sont communes ou pas si rares que ça. Je te dis, c'est pas si. Mais en fait, la constitution du deck et trouver les cartes,
c'est un méta-jeu au-delà du jeu. Donc typiquement Exceed, moi c'est un jeu que j'adore d'amour, vous n'avez pas cet aspect-là, parce que c'est voilà, vous prenez c'est comme un match, vous prenez un personnage, vous avez ses cartes, point final. Là, vous avez le jeu dans le jeu qui est de construire son personnage avec ses cartes et de complètement customiser son deck. Et derrière ça, vous avez des parties blitz qui vont durer 15 minutes très courtes et vous avez des parties traditionnelles qui vont durer plutôt autour de l'heure. On a 2 fois plus de points de vie, on a plus de cartes dans son deck, etc. Donc, je suis en train de totalement tomber dedans, comme j'étais tombé dans Magic, c'est-à-dire comme dans les années 40. Et il est vieux. Il est vieux, je suis vieux. Avec Yoel, on réfléchit à on a réfléchi à créer une chaîne dédiée à jeu à 2, en plus évidemment de nos 2 chaînes respectives, mais on se dit que ça va être trop de travail et ça va nuire à nos activités à côté, machin, mais faire une catégorie Flesh and Blood dans chacune de nos chaînes, où on va peut-être faire du ping-pong, ou de temps en temps je vais sur sa chaîne, enfin on y réfléchit, mais c'est un jeu qui est très riche, et en fait, donc les 2 catégories que je veux développer, c'est Exceed et Flesh and Blood. Flesh and Blood. Flesh and Blood. Flesh and Blood. Et sinon, la pile de la honte? Alors, la pile de la honte, j'en suis à 30%, donc ça baisse. Je suis parti de 37% quand même, ouais. Il y a deux vidéos. Donc on a fait moins 7%. À moins 7%, ce qui laisse encore beaucoup de jeux. Si t'avais perdu autant de kilos, ça aurait été mieux. Hein. Putain, ouais, merci. Pareil. Hein. Donc, c'est lié à quoi? Bah déjà, j'achète moins. Et j'achète moins. Je fais plus attention à la pile de la honte, mais surtout je ressors plus mes jeux. Typiquement Tabanoussi dont j'ai parlé, Chris me dit bah tiens présente-moi ce jeu. Le fait d'y rejouer avec lui, et en fait le fait d'y rejouer aussi avec un autre groupe de joueurs, fait que bah, tout à coup j'ai envie de refaire du Tabanoussi parce que c'est vraiment génial. Et en fait quand je suis devant Tabanoussi, je me dis mais pourquoi j'achète encore des jeux? Il y a vraiment ça. Non mais je suis d'accord. J'ai beaucoup de jeux. Il y a parmi ces jeux des jeux qui sont excellents que j'ai pas encore poncé, et je me dis mais voilà, il y a Revive là qui est sorti, tout le monde dit ouais Revive c'est génial, etc. Moi j'avais fait une partie, j'avais trouvé ça bien, mais en fait Tabanoussi est tellement bien, Marrakech c'est bien, j'ai fait que 5, 6, 7 parties, 8 parties, je peux en faire beaucoup, je suis pas du tout lassé de ces jeux là, et je me dis bah voilà, j'ai envie d'insister plus sur les jeux que j'ai déjà. Exactement, parce que le but c'est de rejouer à ces jeux et après de les luxifier, de s'amuser avec quoi. Oui, mais même sans de luxifier, dire, avant d'arriver au bout de la rejouabilité, on en parlait à Yoel sur une émission de sa chaîne, on parle de critères de rejouabilité sur des jeux alors que beaucoup de gens n'en font que 2-3. Et moi il y a des jeux que j'ai trouvé très bien. Wild 14, on a fait une partie ensemble, j'en ai fait qu'une partie. Et j'aimerais bien en faire une de plus. Voilà. Et dire, j'en ai fait qu'une. Ouais. Et en fait, triste. Voilà. Du coup, je me dis, et maintenant, je me suis mis une espèce de auto-hypnose. À chaque fois que je pensais arriver, je me dis, mais je peux peut-être refaire un Wild 14 avant. Peut-être refaire un Tabanoussi avant. Voilà. Parce que si on a vraiment kiffé un jeu, parce que moi, honnêtement, j'ai pas tant de jeux dans ma collection. Ouais. Mais c'est que des jeux que j'adore, et en général un jeu remplace un autre parce que comme je disais tout à l'heure, je ne rejouerai plus à Cryptid parce que j'ai Pain 06. Mais en fait il y a effectivement un moment où on préfère un jeu par rapport à un autre, et on peut se dire mais dans quelles conditions je préférais jouer au deuxième plutôt qu'au premier, et là il y a une sélection naturelle qui se fait, et ça c'est sur les jeux qu'on a déjà, donc on peut les revendre. Et l'autre chose, c'est effectivement l'effet nouveauté, essayer de s'en dégager en se disant mais j'ai de très bons jeux et je suis pas du tout au bout de leur rejouabilité. Donc il y a ça, et puis il y a aussi j'ai revendu des jeux, en particulier des jeux auxquels j'avais pas joué. Alors je vais vous prendre un exemple, j'avais acheté sur Ocaseo en lot tournoi à Camelot et tournoi à Avalon. J'ai essayé, j'ai été assez déçu. C'était bof. C'était bof, c'est pas mal, mais voilà. Du coup j'ai vendu les deux. Les deux étaient enregistrés séparément. J'ai joué à tournoi à Camelot. J'ai revendu tournoi à Camelot, tournoi à Avalon. Donc tournoi à Avalon était resté dans ma pile de la honte. Il dégage de ma pile de la honte. Voilà. Donc par défaut, ça fait baisser les chiffres. Donc ça fait baisser les chiffres. J'achète moins, je joue plus, je revends les jeux.
ce que j'appelle, je rissole, je fais rissoler un peu, mais il y a encore beaucoup de gras. Et à part Flesh and Blood, t'as pas acheté grand chose. Non. Flesh and Blood. Le docteur David Banner, médecin et homme de science, cherchant à canaliser les forces occultes que recèle tout être humain, voit un jour la chimie de son organisme modifiée par une émission trop forte de rayons gamma. Depuis, lorsqu'il ressent une offense ou un choc émotionnel, une saisissante métamorphose s'opère. Bill Bixby dans L'incroyable Hulk. La créature qu'il devient, animée par la rage, soulève l'inlassable curiosité d'un journaliste. Monsieur McGinn, ne me mettez pas en colère. Vous risqueriez de le regretter. Avec Jacques Colvin et Lou Ferrigno. La créature est recherchée pour un meurtre qu'elle n'a pas commis. David Banner est officiellement mort et il doit le rester aux yeux de tous jusqu'à ce qu'il arrive à contrôler la fureur dévastatrice qui sommeille en lui. L'incroyable Hulk. Ça va? Non mais tu me demandes l'update sur la pile de lampe. Ah Alors oui. on va le refaire. J'avais pas compris. J'avais pas compris ce que tu me fasses. Alors,